Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, donc ça va être la réponse aux questions des commentaires. Et par contre, j'ai pris que les commentaires de la critique analyse du chapitre parce qu'il y a eu énormément de commentaires. Déjà, ça c'est vraiment bien. Il y a des trucs super intéressants. Et quand j'ai lu quelques commentaires de la critique analyse de l'épisode, c'était à peu près toujours la même chose. Et vous étiez globalement en accord avec ce que j'avais dit dans la vidéo et vous attendez vraiment ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai voulu vraiment me centrer sur ce chapitre 904. Mais avant ça, on va faire des petites réponses à des questions générales. Donc allez hop, on va commencer. Donc le premier c'est Lasgar 91 ou 91, trop stylé les miniatures. Alors pourquoi je t'ai choisi? Parce que pour faire encore une fois un rappel et un gros merci à Chrisman que vous pouvez trouver sur Twitter, que vous trouvez un tout petit peu partout. De toute façon je vais mettre des liens juste ici et aussi dans la description de la vidéo parce qu'il fait un taf de fou. Donc voilà, encore une fois un gros merci à toi pour les vignettes. Charles Laurent, le doc, question totalement essentielle qui est complètement dans le sujet de ta vidéo. Dis-moi les cartes que tu as sur la table, c'est bien du Magic? Si oui, je sais quoi t'offrir quand tu reviendras à Toulouse. Alors non, ce sont ces cartes-là. Voilà. Hop, je sais pas si on voit. Voilà, il y a celle-là qui est pas mal. Il y a celle-ci. Voilà, qui est classe. Il y a celle-là. Voilà, ouais, vous voyez, là, il y a... voilà. Et je suis en train de préparer des vidéos unboxing sur les Cardass One Piece. Pourquoi? Parce que je suis en train de les trier. Là, par exemple, vous voyez, il y en a à peu près, il doit en avoir 180, je pense. Ouais, il y a l'autre partie qui est juste là. Voilà, qui est juste là. Ça, c'est par rapport au data card. Hop, je sais pas si on voit le petit logo qui est juste en haut. Donc voilà, je suis en train de m'éclater à faire ça en ce moment. Je fais des là j'ai fait aussi une vidéo unboxing de Cardass, de boîtes. Donc voilà, j'ai envie de faire des vidéos là-dessus parce que j'aime les cartes. J'ai collectionné les cartes Magic il y a très longtemps. Donc voilà, je me mets à collectionner ça et vous allez voir, ça va être assez sympathique. Donc non, je suis un... Par contre, Thomas qui fait partie de mon groupe, de mon équipe, qui vient avec moi en convention. Lui, c'est un joueur de Magic et il est même à un niveau national. C'est-à-dire que le mec il fait des compètes et tout, donc c'est pas la moitié de n'importe quoi. Donc voilà, voilà, j'ai choisi ces petites cartes parce que Magic, c'est moi j'ai commencé à jouer à Magic en 95. Non, 93 ou 94, je sais plus. C'est dans ces eaux-là, mais c'est au moment où il y avait Révisette. C'était juste au début que ça arrivait en France. Donc voilà, bon, bah, c'était la petite chose. Allez, maintenant on va parler de One Piece. Boris Croton, je ne sais pas comment Oda va gérer son récit à partir de maintenant. Quel arc sera le premier, Rêverie ou bien Wano Kuni? Car Luffy ne peut pas se permettre d'aller foutre le bordel à la Rêverie alors que le reste de son équipage risque leur vie à Wano. Mais laissera-t-il Sabo risquer sa vie aussi en supposant qu'il soit au courant pour ce dernier? Verra-t-on un arc sans les Mugiwara et donc sans Luffy, entre parenthèses Rêverie? Sinon quelque chose me fait penser que Stelly a vraiment changé, donc plus méchant, car pourquoi le montrer de dos? Il n'a peut-être plus la même apparence et plus le même comportement aussi. Si je me souviens bien, il était devant l'échafaud de Goldie Roger, bizarre pour un noble. Alors, là il y a pas mal de choses. Premièrement, là on va être dans la rêverie pendant au moins je pense 2 à 3 tomes, ce qui signifie 10 à 30 chapitres, donc oui, ce sera un arc sans les Mugiwara parce que Luffy, lui, va à Wano. On va reparler justement tout à l'heure parce que je me suis planté dans la vidéo et vu que ça se passe en même temps, il y a pas, ils n'auront pas les... Parce que ce qui va se passer à la rêverie, il y aura des informations dans les journaux et ça, Luffy le saura plus tard. Donc ce qui se passe à la rêverie, il est au courant de rien, donc il ne peut pas intervenir comme tu l'as marqué. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, je pense qu'il va se passer quelque chose entre Stelly et Sabo, car oui, on le voit de dos. Peut-être qu'il est devenu plus beau, parce qu'il avait quand même une sacrée gueule avant. Et oui, il regardait l'échafaud de Goldie Roger parce que justement dans l'hôtel où il était, il avait une vue justement sur l'échafaud qui est un grand lieu touristique au niveau de One Piece. Faudrait faire une sorte de guide du routard de One Piece, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu.
Hein, Edouard Rivaland. Le doc, encore une fois, le groupe de Zoro est déjà arrivé à Wano, ils ne sont plus à Zou. Seuls Momonosuke, Inuarashi et les mousquetaires sont à Zou, pendant que les gardiens et Nekomamushi sont à la recherche de Marco. Ils l'avaient dit quand ils se sont séparés de Zou, justement, lorsqu'ils ont fait les groupes CF chapitre 822, donc aucun intérêt d'aller à Zou. Il me semble que même Inuarashi, excusez-moi, avait dit qu'il les rejoindrait quand Momo aura fait ce qu'il avait à faire avec Zunisha. Après, ce n'est que mon avis. Et tu as parfaitement raison. Et là, je viens de m'apercevoir que tu as marqué chapitre 822. Et moi, comme un con, j'ai recherché dans quel chapitre c'était. Moi, dans ma tête, il y avait Zoro qui était parti avec l'eau et tout ça, et je pensais que Franky était resté pour créer justement les Dendenmushi, parce que c'est ça que j'avais encore en tête, mais non, il est bien parti avec Zoro, et avec Zoro, Usopp et aussi Robin. Oui, en effet, Nekomamushi a quelque chose à faire avec enfin pas Nekomamushi, Inuarashi, et donc, comment il s'appelle, Momonosuke, voilà, c'est ça, a quelque chose à faire avec, il essaye de rentrer en contact avec Zunisha, et c'est bien parce que on va peut-être apprendre des trucs sur le siècle oublié, et aussi apprendre pourquoi et qui a infligé cette punition, entre guillemets, cette malédiction, hein. Carrément, ça reprend un petit peu la mythologie par rapport à Prométhée, je crois, qui a été condamné à se faire bouffer le foie par un aigle tous les jours. Ouais, un truc comme ça, il y a un truc comme ça, parce que vu que c'est un dieu, il se régénère, enfin bref, c'est la merde, hein, de toute façon, c'est bien les Grecs. Donc, je disais quoi? Donc oui, je me suis totalement planté. Non, ils vont directement à Wano Kuni. Donc Wano Kuni, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rêverie. Maintenant, on va prendre le commentaire de Il Tank et aussi le Ilank. On va dire comme ça, et il y a aussi après un autre commentaire qui est à peu près dans le même style. Salut Doc, salut machin bidule, c'est la toute première fois que je sens qu'il y a pas mal d'incohérences dans ce que tu dis. Pas que ce soit illogique, mais que tu as laissé énormément ton imagination prendre le dessus par rapport au fait que nous avons. Comme pour celui qui a le fruit du corbeau, où tu penses qu'il a le fruit de l'encre, alors que Kenjuro le possède. Alors bim, on va faire tout de suite un petit arrêt ici. Oui, alors je suis parti, parce que, comme je l'ai dit, quand je fais mes critiques analyses, je fais aussi des mini-théories dedans, parce que j'ai envie que ça apporte un petit peu de fantaisie. Hein, tout en essayant de garder une certaine logique, et je trouve que on va reparler tout à l'heure quand on va prendre le cas vraiment de Karazu ou Karasu en fonction d'eux, par rapport au fruit du corbeau, où moi je me suis dit que ça ne peut pas être le fruit du corbeau, il ne peut pas avoir un éveil justement de son fruit qui pourrait être le Zoan du corbeau, et donc pour moi ce qui m'a fait plus penser, messager etc, c'était celui de l'encre, et Kenjuro le possède. Kenjuro ne le possède pas. Kenjuro possède un fruit qui lui permet de dessiner et de donner vie à ses dessins. Donc il a peut-être le fruit du dessin. Et encore une fois, Ichiro Oda, et on s'est pris la tête avec gentiment avec comment il s'appelle, Killer Bee, dont je fais un coucou, où il a dit que Marco a le fruit du phénix. Non. Marco a un fruit qui n'est pas encore identifié, et ça a été marqué dans le One Piece Magazine qui est derrière moi, le volume 1. Donc voilà, donc Ichiro Oda laisse beaucoup d'interprétations au niveau des fruits du démon. Ou que l'armée révolutionnaire tend un piège à Barbe Noire. Enfin, a tendu. Hein, parce que là, on dit par rapport à Baltigo. Et moi, je pense que c'est logique. Et là, ce n'est pas mal interprété. C'est peut-être mal interprété, mais on a des bases pour supputer cette chose. J'ai tellement de plaisir à t'écouter lire entre les lignes de cette œuvre juste splendide, excusez-moi, mais parfois j'ai un peu de mal à te suivre. C'est la seule critique que j'ai à te faire depuis tout ce temps où je te suis maintenant, mais je devais te faire la remarque pour que tu puisses rester sur la même planète que moi, à bon entendeur, j'espère. Encore merci pour ton travail. Alors je ne le prends pas du tout mal, et c'est bien que tu mettes un truc comme ça, mais en ce moment, quand on est dans l'entre-deux arcs, il se passe tellement comme chose que je me laisse facilement surprendre, et il arrive que je lise des trucs sur moi, sur Twitter ou sur trucs que d'autres personnes. Des fois, il y a des comparaisons entre différents youtubeurs, et je sais que moi, on me traite un petit peu de fanatique au niveau d'Ichiro Oda et de
quelqu'un aussi de totalement passionné. Et voilà. Et il faut que je garde ça aussi, parce que il faut que je garde cette envie de parler de One Piece. Et les gens m'aiment aussi parce que je pars en live et que je raconte des fois des grosses conneries. Et après, justement, ces réponses permettent un petit peu de faire le point et un petit peu aussi de me calmer un tout petit peu, parce qu'on remarquera que j'ai dit quelque chose, que je me suis planté. Et justement, on va en parler tout à l'heure. Donc, merci pour ta critique. Je vais essayer de me calmer un petit peu, mais je pense que ça va être dur, parce que avec ce qui va arriver, je pense que je suis parti pour péter les plombs. Et en plus, comme je le dis souvent depuis le début d'année, j'aime One Piece. J'aime One Piece, mais je sens que depuis la fin d'année dernière, le début de cette année, il se passe quelque chose au fond de moi au niveau de One Piece. Encore une fois, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime plus One Piece que je l'aimais avant. Et je pense que plus tard, je l'aimerai encore plus. Donc voilà. Oui, là, je m'apprêtais à arrêter la caméra pour l'autre question. Maintenant, le commentaire de Emeric Rual. Bonne vidéo, on prend du plaisir en la visionnant. Cependant, c'est marqué en gras quand même, arrête de promettre des choses sur la suite de One Piece alors que tu ne sais absolument rien. Parfois dans ta vidéo, tu dis un truc que tu penses alors que ce n'est pas clairement dit dans le manga. Tu crois en tes propres idées sur One Piece qui ne sont même pas dites. Et ça, c'est dangereux pour toi, car tu n'es plus objectif, plus ouvert à une potentielle suite. Oui, tu ne prends pas assez de recul, tu es retombé dans tes travers un peu, hein, c'est quand même mieux qu'avant. Alors, oui et non. Oui, oui, arrête de promettre des choses. Je relis le commentaire parce que je l'ai lu, il y a plusieurs choses. Arrête de promettre des choses sur ce que je sais alors que tu n'en sais absolument rien. Je promets seulement que la rêverie sera mieux que beaucoup de personnes le pensent. Beaucoup sont actés sur Wano Kuni et prennent la rêverie pour de la merde. Alors que la rêverie, je le dis et je le maintiens, ça sera génial. Voilà, ça c'est dit. Et après tu dis parfois, parfois tu dis un truc que tu penses alors que ce n'est pas clairement dit dans le manga. Donc là on arrive dans l'interprétation et dans la future théorie. Mais comment ça s'appelle, Whole Cake Island m'a servi de leçon. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de projections et j'ai vraiment voulu que les projections que j'ai dit se réalisent, parce que premièrement c'était mon idée et je voulais un petit peu à une époque me glorifier en disant regardez la vision que j'ai de One Piece, je suis le plus meilleur, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et maintenant ce n'est plus ça. Maintenant je fais des projections et que ça arrive ou que ça arrive pas, je m'en fous. Je veux encore être surpris, mais je ne peux pas faire de critique sans se projeter, sans essayer d'analyser et deviner vers où il va. Et maintenant, c'est plus devenu une sorte de jeu et un amusement et aussi une sorte de rêverie. On va parler ça comme ça, c'est-à-dire de trucs que j'aimerais, mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave, parce que ça c'est mis dans un coin de mon cerveau et je veux vraiment être surpris. Donc c'est ça. Et non, ce ne sera pas dangereux et je reste quand même objectif. Et parce que et encore une fois pour ça, Whole Cake a vraiment été très bon, parce que Whole Cake, même si ça n'a pas réussi à foutre des baffes dans la gueule de certains, ça a réussi à foutre une baffe dans ma gueule en me disant prends conscience que ce n'est pas toi qui crée le manga, prends conscience que tu n'es seulement qu'un lecteur et que tu peux t'amuser avec, mais ce n'est pas toi qui le crée. Donc voilà. Encore une fois, merci pour ton commentaire. Une petite question un petit commentaire plutôt de Mehdi que j'ai trouvé vraiment excellent et que j'avais pas du tout pensé. S'il y avait un commandant des révolutionnaires bien sûr à East Blue, alors je ne comprends pas pourquoi les révos n'ont pas stoppé Arlong et Morgan. Et d'ailleurs il y a eu cette réponse, et quand les gens, d'ailleurs vous étiez deux à vous répondre, encore une fois c'était hyper cordial, vous n'êtes pas insultés et c'était vraiment excellent. Moi, alors quand j'ai lu ça, je me suis dit mais putain, mais c'est pas con. Parce que là, on voit que les révolutionnaires ont aidé un peuple contre un pirate. Voilà, j'ai réussi à trouver le mot. Et c'est à peu près le cas qui s'est passé au niveau de Arlong. Hein, c'est un pirate qui vient faire chier Pépé et Mémé. Et tout le reste de la famille, et tout le reste du village. Et justement, on arrive sur un truc, c'est qu'un village. C'est une toute petite île, alors que là, au niveau de Lulushia, je crois que c'est comme ça s'appelle, hein. Moi, de toute façon, les noms, j'y arrive pas. C'est quelque chose de beaucoup plus gros, et surtout, l'un des dirigeants est une des personnes qui est invitée à la rêverie, qui fait partie qui a été peut-être... Est-ce que Lulushia est
c'est un des royaumes dont l'ancien dirigeant est devenu un Tenryubito et ils ont mis quelqu'un à la place. Un peu comme Alabasta, mais que ça s'est pas passé. Là, Alabasta, normalement, la famille Nefertari, je sais plus, j'ai du mal, devait partir au niveau, après les 800 ans, devait partir au niveau de Marie-Joie, pour justement, qui avait été créé pour devenir le gouvernement mondial, mais ils ont refusé pour rester justement avec le peuple. Et bien là, on peut imaginer que pour l'île qu'il y a eu, eh bien, ce n'était pas le cas. Les rois sont vraiment partis, puis ils ont mis des autres à la place. Tout ça pour dire que les Révos sont là pour aider des peuples à se soulever contre des gouvernements. Parce que c'est ça la base. Là, à la base, c'était dire, bah, vous avez niqué la gueule du pirate. Là, vous avez gagné plusieurs millions de berries avec la prime. Donc maintenant, vous allez pouvoir destituer le gouvernement. Hein, voilà. C'est un petit peu le truc. Et Arlong et Morgan n'étaient que des petits trucs vraiment tout léger. À la rigueur, si Arlong avait chopé l'île et plein d'autres trucs après, elle serait devenue une grande menace. À la rigueur, là, les Révos auraient pu intervenir. Et tout est une question de priorité. Et encore une fois, comme la personne qui a répondu, dont je me rappelle plus le nom, avait dit, c'est une mer, c'est vaste. Donc, imagine toutes les îles qu'il y a et tous les connards qu'il y a sur les îles. Les Révos vont pas s'occuper de tout le monde. Donc voilà. Encore une fois, je pense que j'ai bien répondu. Petit commentaire de Titi Ace 620, coucou Titi, Vegapunk est originaire de Grand Line sur l'île de Balguimois, une île hivernale, sinon excellente analyse comme toujours, voilà. Et oui, alors, le truc c'est que j'avais eu l'information, je l'ai oublié, parce que pour moi, je pensais que Vegapunk était sur cette île, mais était venu après son île de naissance. C'est-à-dire, suite à un voyage, et après s'était arrêté sur cette île, parce qu'il y avait de la technologie, et il s'était pris d'amour pour la technologie, et après était devenu le génie qu'il était. Mais je pensais qu'il était né autre part. Mais non, là j'ai fait les recherches, et il semble bien qu'il soit originaire de cette île. Donc encore une fois, merci de m'apporter des... pas des rectifications, mais des informations dans les commentaires. Alors, ce que j'ai dit au sujet de Morlaix, ça avait quand même pas mal fait réfléchir au sujet du fruit du démon qui pourrait être dans une arme. Et là, il y a Kurohashi no Viola le doc, juste pour te rappeler, un paramécia dans une arme, il y a Fujitora. Et il y en a un autre qui me le dit aussi, c'est Robin Baron. On a déjà vu un paramécia dans une arme doc. Moi, je pense que c'est le cas du sabre de Fujitora. Il s'est toujours servi de son épée pour utiliser le pouvoir. Et dans l'anime, lorsqu'il utilise sa capacité, son épée s'entoure d'un halo violet. Alors, encore une fois, ce que vous dites peut être juste et peut être faux. Il n'y a eu aucune confirmation de la part d'Ishiroda. Et d'ailleurs, là, je vais faire un truc. Je vais regarder Fujitora, mais je ne sens pas que Fujitora, il y a des informations. Oui, et je le fais en live, hein, je le fais en direct, comme ça. Hop, et là. Il me semble pas qu'on ait d'informations au niveau de son fruit du démon. Fruit du démon inconnu, mais il semble bien que c'est lui qui est le fruit du démon et non son épée. Et après que lui, c'est lui qui décide de l'utiliser comme ça. C'est une sorte de rituel peut-être qu'il fait. Donc voilà. Ou après, c'est peut-être un mode d'utilisation que lui, il a mis en place. Donc on ne sait pas. Tout ce qu'on sait par contre... Et ça, c'est sûr et certain, c'est qu'à un moment, ça on le voit dans l'anime, mais on le voit pas dans le manga. Donc, à savoir si ça peut être utilisé, c'est qu'à un moment, on voit, comment il s'appelle, Franky, quand il est justement dans le local de Vegapunk, il a un plan où tu vois une sorte de gorille avec 2 missiles dans le dos, et tu vois tu vois un missile plus fruit du démon égale, et ça fait une arme avec un gorille avec des missiles. Le truc qu'on a vu, c'est que les fruits du démon sont d'un type animal et sont donnés à une arme. Et il n'y a pas d'autre exemple qu'on a eu pour l'instant. Même le truc qu'on voit où à un moment t'as un capitaine de la flotte de Barbe Blanche qui a une sorte de gros fléau avec un fléau qui ouvre la bouche, tout ça, on ne sait pas. On sait rien. On sait rien. Je pense que ça reflète mieux la chose, c'est que pour l'instant on ne sait rien. Mais comme Morlaix a l'air d'avoir un truc comme ça, peut-être que Ichiro Oda va nous donner plus d'informations plus tard. Et je sais pas si j'ai gardé le commentaire pour plus tard, mais il y en a peut-être qui ont dit justement que vu que Vegapunk et je le pense aussi, est un révolutionnaire qui est justement caché, peut-être qu'il a mis des techniques en place pour assimiler d'autres fruits du démon à des armes, mais qui n'a pas donné l'information au gouvernement mondial.
Donc voilà. Voilà. Bah, encore une fois, je pense que c'est bon. Hein. Commentaire de AG. Je pense que les révolutionnaires ne sont pas assez préparés, ils ne sont pas assez nombreux, pas assez forts pour affronter toute la crème de la marine. Les gardes royaux spécifiques à chaque roi, Kyros par exemple, le soutien des pirates sera obligatoire lors de cette attaque à la rêverie, sinon je donne pas cher de la peau des révolutionnaires. Mais bon, Oda sait ce qu'il fait, alors wait and see. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit là, les commandants et tout ça, n'est que la toute petite partie émergée de l'iceberg. Je pense qu'ils doivent avoir des armées de plusieurs milliers d'hommes. On a vu d'autres personnes déjà au niveau un petit peu, quand on parle un petit peu de tous les rivaux, et je pense que dedans, il y a des hommes très puissants. Regardez, ne serait-ce que Hack, qui peut quand même assez bien gérer quelques personnes, même s'il était quand même assez faible au niveau de Dressrosa, mais je n'ai pas de doute sur l'armée des révolutionnaires. Et encore une fois, il va y avoir une attaque. L'attaque ne sera pas énormément physique, mais sera plutôt psychologique et aussi symbolique. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que ils vont. Moi, je pense. Pareil, je sais pas si j'ai retenu l'autre commentaire parce qu'il y a eu tellement comme commentaire. Je pense que tout va se jouer par rapport au trésor national. Et je pense qu'ils vont amener une force qui va être assez forte pour justement aller chercher ce trésor et après partir. Le but du jeu, ce n'est, comme beaucoup l'ont marqué, le but du jeu c'est de déclarer la guerre, de faire une action qui va déclarer une guerre, mais de ne pas mettre en place tout de suite la guerre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire un combat avec des tranchées et ça va combattre pendant plusieurs années. Le but n'est pas de détruire le gouvernement mondial d'un point de vue physique. Le but c'est de détruire, le but c'est de destituer d'un point de vue symbolique. Quand on remarque que les révolutions ont destitué la royauté, on va prendre la Révolution française. Le but des révolutionnaires n'était pas de détruire, même si ça a décapité à tour de bras, ou à tour de machine, ou à tour de guillotine, on va plutôt dire comme ça. Et en plus, il y a eu beaucoup qui ont été après, et ce n'était pas spécialement... Là aussi, il faut savoir un truc, là, on va reprendre un petit peu l'histoire. La Révolution française, le but n'était pas de tuer tous les nobles. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont été guillotinées, la grande majorité, n'étaient pas des nobles, étaient des personnes lambda. Donc là, ce sera exactement la même chose. C'est le fait que on va avoir une destruction symbolique, une destitution du gouvernement mondial pour mettre en place une nouvelle entité. Voilà. On va passer maintenant sur les révolutionnaires commentaires de Le Guts. D'ailleurs, j'ai déjà pris un de tes commentaires. Alors, les 4 types de révolution. J'ai bien aimé ce qu'il a marqué, j'ai vraiment bien aimé. Révolution médicale, le médecin de la peste. Bon, lui, c'est plus douteux, mais les autres, ça tient la route. Mais ça va quand même. Et on sait qu'il y a eu une révolution médicale. Par rapport à certaines connaissances qu'il y a eu. Révolution industrielle, ça, c'est par rapport à Lindbergh, le steampunk, révolution politique, la Marianne, avec justement les gens qui se prennent, j'ai le nez qui me gratte, qui se prennent en vain, et après la révolution sexuelle, le géant Travelot. Franchement, c'est sympa. Ton idée est vraiment excellente. Moi j'aime bien. Après, c'est celui de YG ou YG. À 29 minutes 49 secondes, le doc, tu as dit que l'inconvénient, c'est la mise en place faite par Eiichiro Oda. Il nous a présenté les commandants en détail, donc c'est sûr qu'ils vont avoir une utilisation après. Il ne peut pas les avoir présentés aussi profondément pour les reléguer à un plan secondaire. Putain, je m'aperçois que quand même, je dis pas que des conneries. Je ne suis pas d'accord. Bon, bah voilà, au moins ça c'est fait. Regarde ce qu'a fait Oda au niveau de Whole Cake Island. Il a présenté les invités spéciaux en détail, mais il a seulement utilisé 2 d'entre eux, Morgan et Stussy. Dufeld a eu un rôle plus auxiliaire que Morgan et Stussy. Oda n'a pas du tout utilisé les 3 autres qui sont Drug Peklo, Giberson et aussi Humit. Donc après cela, je ne pense plus qu'un personnage bien présenté aura forcément un rôle dans l'histoire. Alors non, il y a une différence. Quand il a présenté les personnes de la pègre, il a présenté les personnes par rapport à leur dénomination et par rapport à leur rôle ou fonction au niveau de la pègre. C'est-à-dire que il présente la pègre et après il présente les personnes. C'est exactement comme comme il a fait pour présenter les enfants, tel grade, tel truc, et c'est tout. Ce qui se passe, c'est que les personnes que tu cites, qui sont les personnes de la pègre, sont des personnes par rapport à un rôle global.
Alors que ici, c'est les commandants révolutionnaires. Ils sont, c'est-à-dire que je vais y arriver, hein, les personnes de la PEG n'avaient pas d'autre but que de présenter une sorte d'organisme, mais qui n'avait... C'est pour montrer les personnes importantes qui étaient invitées à ce mariage. Mais ils n'avaient pas d'autre rôle d'un point de vue narratif. Ils n'avaient pas un rôle à jouer dans l'intervention au niveau du gâteau et des répercussions qu'il pourrait y avoir plus tard. Contrairement à ceci et contrairement ceci encore une fois, c'est parce que c'est une agent du CP0 et Morgan carrément parce que c'est les news. Alors que ici, les commandants révolutionnaires vont avoir une importance parce qu'ils font partie de l'armée révolutionnaire et cette armée aura un arc qui lui sera dédié, aura une action globale contre le gouvernement mondial. Il n'a jamais été dit par exemple que le but de la PEG c'était de destituer un empereur ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas logique de les revoir plus tard. Ils avaient seulement qu'un but de présentation pour faire voir les personnes. C'est-à-dire que l'utilisation de la pègre et l'utilisation des révolutionnaires n'est pas du tout la même utilisation dans One Piece. Commentaire de Black Ghost 815, j'ai bien aimé ce chapitre et j'ai bien aimé cette review également. Les gens qui se plaignent du charisme des révolutionnaires, charisme entre guillemets, devraient arrêter le manga s'ils ne sont pas contents car leurs looks sont bien atypiques comme d'ailleurs quasi tous les groupes puissants qu'on connaît dans le manga Corsair, équipage du Hunku, équipage du Mugi. On va prendre l'exemple par exemple totalement français de Moria. Quand tu le vois une première fois Moria, il ressemble absolument à rien. Et une partie aussi de son équipage ressemble absolument à rien. Et pourtant, ils sont puissants et pourtant, ils ont une importance. Ce que j'ai aimé dans ce chapitre, c'est l'introduction des 4 commandants et de leur particularité. Morley est clairement un travelot avec un accoutrement spécial et il va très très bien avec justement le cas d'Ivankov. Encore une fois, quand tu vois quand tu es dans Impel Down et que tu vois Ivankov et tous les travelots qu'il y a avec, tu te dis pas qu'ils ont de la puissance, tu te dis pas que c'est eux depuis un bout de temps qui sont en train de foutre un petit peu le bordel entre guillemets dans Impel Down. Tu peux pas penser que Ivankov est une révolutionnaire quand tu la vois et pourtant elle est totalement atypique et je trouve que ce côté révolutionnaire, ce côté décalage est vraiment excellent. Bello Betty est une femme qui se balade veste ouverte sans soutif, on n'en a jamais vu dans le manga à part la fois où Smoker était dans le corps de Tashigi. Très bon souvenir pour l'époque. Lindbergh est une espèce de mix qui aime apparemment fabriquer et essayer de nouvelles inventions. Il fait peut-être partie de l'équipage des scientifiques qui étaient avec Vegapunk et Jadji au niveau de l'île de Punk Hazard avant qu'il explose. Ça c'est une très très bonne idée. Et Karasu communique avec, on ne sait pas vraiment, mais j'espère qu'il soit en fait muet et qu'il disposerait d'un dispositif qui lui permet de communiquer avec les gens. Là je rebondis là-dessus parce qu'il y a un truc qui est vraiment bon, c'est-à-dire que si dans l'optique que j'ai en tête, c'est-à-dire que corbeau messager, d'ailleurs on me l'a dit, ça je le savais mais j'ai oublié de le dire, dans la mythologie nordique il y a les deux corbeaux qui sont Hugin et Munning qui sont les messagers de Odin. Donc voilà, et si on reprend le truc, ça serait vraiment excellent que le mec qui est chargé de faire le message et l'espionnage ait des problèmes pour parler et des trucs d'haut-parleur et tout ça. Je trouve que le mec qui est chargé de ça et qui a des problèmes de communication, ça serait vraiment excellent. Malgré leur particularité, ils n'hésitent pas à aider les gens et c'est cool à voir des justiciers dans un univers où les héros sont des pirates. Hâte de voir le début de la rêverie et comment ça va tourner. Donc voilà, encore une fois, c'est ça. J'ai pris ton commentaire parce qu'il y en a beaucoup qui ont craché sur le design des révolutionnaires, mais c'est ça toute la magie de One Piece, c'est de nous faire apparaître un mec complètement what the fuck et pourtant qui est super important et super intéressant plus tard. Senior Pink. Le meilleur exemple, c'est Senior Pink. Bon, maintenant on va parler un petit peu des commandants en détail. Petit café qui fait toujours du bien. Donc là, c'est Arnao. Alors là, on va parler en premier de Bello Betty. Alors globalement, vous avez été d'accord avec ce que j'ai dit sur Bello Betty. Le seul truc qui m'est revenu 2 ou 3 fois, c'est le fait que je me suis peut-être fait des films. Le tableau est connu mondialement et représente la liberté. Alors oui, non, c'est bon, on va arrêter juste là. Je pense pas que ce soit une histoire comme quoi il a vu le tableau dans la vraie vie. Il a fait de nombreuses références à la culture française au niveau de la cuisine, les 3 mousquetaires, Cosette dans Les Misérables, etc. Ce mec a juste une passion débordante pour la
la culture générale. Oui, vous avez parfaitement raison. Je me suis peut-être un petit peu enflammé sur le coup du tableau, mais quand j'ai fait la recherche, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai voulu l'amener. Et même s'il fait beaucoup de recherches, quand tu vois un tableau, c'est ce qui s'est passé quand j'étais au Louvre. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux, t'as beau les connaître, par exemple la Joconde, je l'imaginais pas aussi petite au niveau du tableau. Et c'est vrai que quand tu vois le tableau de la liberté guidant le peuple, le tableau il est tellement immense que en imaginant, j'allais dire en connaissant Ishiroda, non, je ne le connais pas, je n'aurais pas cette présomption, mais en l'imaginant, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il a eu moyen facilement de le voir. Et je pense que Ishiroda, tel qu'il est, quand il a vu quelque chose comme ça, ça n'a pas dû le laisser... de marbre. Ça n'a pas dû le laisser comme ça. Ça a dû le marquer et je pense qu'après, il a dû l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que on essaye d'envoyer un truc pour avoir confirmation de cette idée. Donc voilà. Alors peut-être qu'encore une fois je me fais des putains de films, mais pareil, c'est un truc que j'aime bien aller au-delà des sentiers battus. Donc voilà le petit truc. Alors ça c'était globalement sur Bello Betty parce que il y a encore une ref qui a été donnée sur Bello Betty mais que je ne me rappelle plus et que j'avais trouvé ça intéressant. Je me rappelle plus. On va parler maintenant de Karasu ou Karazu en fonction de premier commentaire de Mamoru Ijikata. J'ai déjà pris aussi certains de ton commentaire, je reconnais ton avatar. Éveil Zoan entre point d'interrogation, Karazu égale corbeau, envoie des corbeaux. Peut-être l'éveil du Zoan permettant d'effectuer des invocations animales. Corbeau. Là, il veut dire que par exemple, quelqu'un qui a du type Zoan peut envoyer, je sais pas, Head Chopper qui peut envoyer plusieurs humains. Ça pourrait être marrant. Mais non, ça c'est... Je pense pas parce que l'éveil du fruit, on a déjà entendu parler au niveau de Impel Down, c'est Crocodile qui le dit, justement que l'éveil du fruit Zoan permet d'avoir une plus grosse musculature, une plus grosse puissance et une plus grosse génération au niveau du Zoan. Et sauf que l'humain qui a le Zoan ne peut plus reprendre sa forme initiale. Il y a un problème. Et c'est là, à partir de là, qu'on avait commencé à penser justement que le fruit du démon aurait une âme et que l'âme du fruit du démon serait en combat avec l'âme de l'humain pour savoir qui aurait la possession du fruit. Donc voilà. Mais personnellement, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas qu'il ait le fruit du Zoan. Encore une fois, est-ce que c'est son impair ou son manteau, comme certains disent, qu'aurait le truc? Est-ce que c'est lui qui aurait un fruit du démon qui lui permet de créer ces corbeaux? C'est aussi une très bonne question d'ailleurs. On va en reparler un petit peu avec les autres commentaires. Justement, YTM Studio, le fruit de langue pour l'interrogation, il n'est pas déjà utilisé par l'ami de Kinemon. Il veut bien sûr parler de Kenjuro qui donne vie à ses dessins. Alors tu veux dire le Logia de l'encre, ce coup-ci, sa version améliorée. Alors, comme je l'ai dit, alors c'était ça le commentaire que j'ai parlé tout à l'heure. Kinemon, Kenjuro ne connaît pas son fruit du démon. Et moi, je pense qu'il y a peut-être le fruit tout simplement du dessin. Il peut donner vie à des dessins. C'est le truc. Comme par exemple le fruit de l'art qu'avait, comment elle s'appelle, Jora. Et il y avait aussi une personne, c'était pas Miss Wednesday, c'était qui? La petite qui avait le fruit des dessins qui pouvait justement modifier les mentalités. Je crois que c'est Wednesday parce qu'elle était avec Mr. Three. Donc ça serait lundi, mardi, mercredi. Enfin bref, dans mes souvenirs. Et un Logia, pourquoi pas aussi un Logia? Parce que l'encre peut être créée de façon naturelle. Regardez par exemple la sèche et les pieuvres. Donc on sait que le Logia est par rapport à quelque chose de naturel. Donc oui, pourquoi pas un Logia? Et si là on était dans le Logia, ça serait encore plus logique qu'il puisse donner constance à ses habits comme étant quelque chose et qui puisse créer parce qu'on les voit, on voit pas les yeux, on voit les corbeaux, on les voit surtout par rapport à des formes, par rapport à des trucs. Donc je dis pourquoi pas, et encore une fois, ça irait tellement bien avec le perso, mais peut-être encore une fois qu'on est en train et que je suis en train de me faire des films. Commentaire de Simouche, j'aime beaucoup l'idée du fruit de langue car en effet cela correspondrait totalement au personnage de Karasu. Karasu signifie corbeau et les corbeaux étaient autrefois très utilisés comme messagers, on l'a vu, adresse ça, et ils résistent au grand froid, d'où l'origine de Karasu. Ce qui m'a surtout fait croire au fruit de langue, c'est la manière dont les corbeaux sont sortis de sa cape et surtout que Karasu semble être l'informateur anonyme de la bande. Alors,
Euh, c'est un commentaire aussi qui a été qui s'est beaucoup appuyé sur ce que j'ai dit au niveau de la vidéo. On m'a aussi dit, et je te fais un gros coucou à Tonton Benz qui a fait, je l'ai pas vu, mais on me l'a dit dans les commentaires que Tonton Benz justement en avait parlé dans sa critique analyse, son ressenti du chapitre, parce que lui il adore Game of Thrones et il a pris justement la Corneille. La Corneille qui était un petit peu les messagers dans... je crois que c'est des corbeaux qui sont les messagers justement dans Game of Thrones. Et la Corneille aux 3 yeux, c'est par rapport justement... Bon, attends, on va pas trop en dire parce que pour ceux qui veulent pas, pour pas spoiler, mais justement, il y a pas mal de refs. Alors par contre, il y en a beaucoup aussi qui ont dit... c'est peut-être justement une référence par rapport à Game of Thrones. Si ça avait été vraiment une référence par rapport à Game of Thrones, je pense qu'il aurait mis Karasu comme étant le responsable de la mer du Nord, alors qu'il est responsable seulement que de la mer de l'Ouest. Si je ne dis pas de conneries. Est-ce que je dis une connerie? Encore une fois, je fais sa tête. VQ OP, maintenant on va parler de Morlaix, ça j'ai oublié de le dire. Il est probable que Morlaix ait creusé le niveau 5.5, mais dans ce cas-là, je ne pense pas que le fruit du démon vient du trident qui, dans ce cas-là, aurait été réquisitionné par la marine. Les deux théories sont toutes les deux crédibles, mais ne fonctionnent pas ensemble. C'est vraiment très bon, et c'est là-dessus où je me suis planté. C'est là-dessus où j'ai pas eu assez de recul dans ma critique analyse. On va prendre d'autres commentaires qui sont dans le même style. Guy Fire 97, fun fact, on voit les 5, ça c'est pas ça que je voulais lire. Hop, on y retourne. C'est Sam, je ne suis pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord de dire que c'est Morlaix qui aurait creusé les galeries dans Impel Down. Comment se serait-il retrouvé dehors? Dans le manga, il est dit que seul Shiki se serait échappé d'Impel Down avant Luffy, un géant qui s'échappe. Ça se remarque quand même, je suis d'accord, au vu de ce que l'on sait pour l'instant, que cette arme est sans doute celle qui aurait pu construire les galeries, mais que Morlaix n'est pas cette personne. Et là, avec les deux commentaires, oula, j'ai failli tout casser. D'ailleurs, je vais prendre mon petit café. Hein. Là, dans ces deux commentaires, on a plusieurs idées. L'idée que le fruit du démon, comme on l'a appris normalement dans le chapitre, est lié non pas à la personne, mais au trident, fait que si Morlaix ne peut pas l'avoir dans le comment ça s'appelle dans Impel Down. Je pense pas qu'un mec puisse se trimballer avec une arme. À moins que Morlaix était un ancien des gardes et qu'après soit devenu par contact avec Ivankov ou quoi que d'autre un révolutionnaire. Je ne pense pas. Après, de dire que le trident aurait été planqué, que c'est quelqu'un qui l'aurait utilisé, pourquoi pas. Et voilà, donc c'est-à-dire que cette belle théorie de la chose vient totalement de tomber en l'air. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a creusé, qui a créé justement ce réseau de galeries au niveau de Impel Down, le niveau 5.5. Et comme d'ailleurs aussi ça a été dit, si c'était lui qui l'avait fait, comment il aurait fait pour sortir? Parce que les seuls qui sont sortis, c'est Shiki. Et on ne sait même pas si... je crois que Arlong avait été emprisonné, mais il avait été libéré quand il était devenu un Shichibukai. Jinbei. Encore une fois dans mes souvenirs. Donc voilà, donc encore une fois, c'est là la grosse erreur. Et merci de me le marquer dans les commentaires et de me dire que je me suis tout simplement planté. Alors maintenant, on va passer à Sabo, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui ont été dites au niveau de Sabo. On va commencer par un premier commentaire de Sami et Nini. Nini ou Nini. Je ne sais pas. Le petit rageux que j'ai choisi cette fois-ci. Ivankov est le bras droit de Dragon idiot. Putain, le gars, il croit vraiment que Dragon avait prévu de ramener Barbe Noire sur son île. Que des conneries. Alors, j'ai un conseil à te donner. Pour te sentir bien, prends une immense inspiration et la relâche jamais. Tu vas voir, ça fait du bien, Alors, oui, le coup de Ivankov, d'ailleurs, t'as pas été le seul à me le dire. Oui, pourquoi pas? Parce qu'on ne sait pas quel est le rôle exact de Ivankov. Par contre, putain, le gars, tu crois vraiment que Dragon avait prévu de ramener Barbe Noire sur son île? Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a prémédité. Il n'a pas prémédité que Burgess soit sur son île. Cependant, vu, comme je l'ai dit, c'est les champions de l'information et c'est les champions de la dissimulation. Donc, s'il y a un étranger sur l'île de Baltigo, ils sont obligatoirement au courant.
Et même, on peut même aller plus loin. Burgess planqué dans un bateau pendant plusieurs jours. Dressrosa jusqu'à Baltigo, ça a mis plusieurs jours. Donc tu imagines que Sabo et Koala sont sur un bateau. Si Sabo tombe à l'eau, qui y reste? Koala. Non, c'était pas ça. Sabo et Koala sont sur un bateau. Ah, comment tu veux que Burgess reste caché? Ne serait-ce que par le acquis de l'observation, il peut ressentir les gens. Burgess n'est pas assez, je pense pas qu'il soit assez fort pour dissimuler son aura. Hein, on va imaginer que ça soit comme ça, que ça soit qu'il puisse se ressentir. Donc arrivé sur place, peut-être que Koala avait déjà prévu Dragon, et Dragon a dit bah c'est pas grave, ne faites rien, laisse-le, cet idiot va après sûrement prévenir Barbe Noire et nous on va lui tendre un piège. Ceci est totalement logique, parce qu'il y a des quand tu fais une théorie, quand tu émets des hypothèses, il faut qu'il y ait quelque chose de logique dans la chose, il faut qu'il y ait une faisabilité à l'action, et là ce que je viens de t'expliquer c'est totalement une faisabilité, et il faut aussi qu'il y ait une conséquence, il faut que Eiichiro Oda le mette en place pour que après c'est une conséquence, et la conséquence on l'a vu, il a peut-être utilisé ceci pour faire croire après au gouvernement mondial qu'ils étaient totalement désordonnés, alors que au préalable, et ça on l'a avec les, comme je l'ai dit dans ma vidéo si tu l'avais bien regardé, quand il y a les lectures, les premières deux pages où il y a les lectures du journal avec la prime de, on va y arriver, hein, les primes de Luffy qu'on voit qui se fait juste après le départ de Dressrosa, on voit que Ivankov est en train de préparer la réunion, ce qui signifie que Barbe Noire avait bien déjà prévu entre le trajet de Koala et de Sabo entre Dressrosa, qui a duré plusieurs jours, jusqu'à Baltigo, avait déjà prévu de déplacer le QG et de faire la réunion autre part. Et le but, bien sûr, c'est de foutre la merde au niveau de Barbe Noire. Donc pour moi, c'est hyper logique. Donc voilà. On va passer à d'autres commentaires plus intéressants. J'ai des problèmes avec mon cerveau, hein. Quand il n'arrive pas à comprendre le... Ah oui, Adèle GTO. Pourquoi? Parce que je viens juste de comprendre ton avatar. Adèle GTO. Bravo, très belle ref. Salut le doc, bien vu pour la hiérarchie, mais pour le numéro 1, c'est Ivankov. Et encore une fois, tu vois, regarde, ça c'est dit gentiment. Donc voilà. Donc oui, là je me suis peut-être planté. J'ai pas du tout bité pour Ivankov. Je sais même pas si Ivankov... Je sais pas. Mais oui, vu qu'il est ancien, peut-être. Franchement, peut-être. Mehdi Raif, personnellement je trouve ridicule le fait que Sabo soit le numéro 2 des révolutionnaires. J'imagine qu'il était le commandant de la... J'imaginais qu'il était le commandant de la deuxième flotte. Alors, c'est... En gros, j'ai pris ton commentaire. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui ont fait l'amalgame justement entre révolutionnaires et pirates. Et il y en a d'autres qui ont fait l'inverse. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu as un big boss, et après tu as plein de flottes, avec chacun des capitaines, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. Et donc si on reprend la même chose, c'est-à-dire qu'on a Dragon qui est tout en haut, et après on a un commandant qui est le numéro 1, qui a des mecs sous lui, après on a Sabo qui est le numéro 2, avec Koala, Arc et tout ça en dessous de lui, après t'as les 3 mères et tout ça, il y en a même certains qui ont dit que t'avais les 4 mères, pas les 3 mères, mais les 4 mères, et ça, les 4 mères c'est les 3, 4, 5, 6, le 1 c'est pour le Nouveau Monde, et le 2 c'est pour Grand Line, les responsables. Il y en a certains qui ont essayé de faire une sorte d'organigramme comme ça, mais encore une fois, Eiichiro Oda, tant que il n'y aura pas de numéro 1 qui nous sera présenté officiellement, on peut supputer que Dragon est le numéro 1, et après que le deuxième c'est directement Dragon, et que Ivankov, lui, c'est une branche intermédiaire, c'est une branche à côté par rapport à autre chose. C'est une branche sur le renseignement, c'est une branche sur le médical, enfin par rapport à ses hormones, enfin des choses comme ça. Et je pense que le gros problème que vous avez, que beaucoup ont, c'est que certains pensent que Sabo n'est pas assez puissant pour être directement le second, et qu'il y a une trop grande différence entre Dragon, entre Dragon et Sabo. Et c'est ça justement qui empêche beaucoup de personnes d'essayer d'accepter la possibilité que
il n'y ait pas de numéro 1 hors Dragon. Et d'ailleurs, vraiment, vous avez été super nombreux à dire que vous vouliez pas que ça soit comme ça. Et d'ailleurs, Alexandre LVT nous le dit, j'ai pu lire pas mal de messages disant qu'il n'y avait personne au-dessus de Sabot, c'était décevant. Enfin, que s'il n'y avait personne au-dessus de Sabot, que c'était décevant, je suis pas du tout d'accord. On se fie à sa prime et c'est une mauvaise chose. On ne sait pas à quel moment cette prime fut éditée. Il possède maintenant l'un des fruits les plus puissants de One Piece. Il a terrassé un commandant Yonko Burgess et il est plus important que sa prime connue ne le laisse entendre. PS, je t'ai vu à la Japan Tour cette année, c'est moi qui passais mon temps à la loterie qui était à Marom. Ah bah oui, je me souviens de toi. Et d'ailleurs, parlons de loterie, ceux qui viennent à Lille, vous allez voir, il y a une super loterie de Chiban qui va arriver. Donc voilà. Et en plus, qui connaît Marom. Donc si tu connais Marom, je dirais que tu connais tout. Et enfin, il y a le commentaire de Meruem. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé vraiment très bon. Sabot qui déclare la guerre au Tenryubito. C'est Tenryubito, carrément. Tenryubito, c'est juste hippique. Lui qui brûlait de l'intérieur de voir les nantis causer des souffrances en toute impunité. Depuis le début, Oda ne trahit la volonté d'aucun personnage de One Piece. Sabot n'est pas juste un ace bis, mais il a sa partition qui est importante dans le but de renverser l'ordre mondial établi par les Tenryubito. Et c'est ça qui est vraiment excellent parce qu'on peut voir un parallèle avec son frère Stacy. Son frère adoptif Stacy, qui est devenu le roi, le prince de Goa. Donc ça sous-entend que les parents avaient peut-être l'optique de faire de Sabot le roi de Goa, ce qui le rapprocherait d'un Tenryubito. Et savoir qu'un mec avait ce potentiel est peut-être l'une des personnes qui permettra la destitution des Tenryubito, je trouve qu'il y a une symbolique dedans. Et comme il a dit, Sabot n'est pas juste un Ace bis et n'est pas juste un Ace 2.0. Il a vraiment un rêve, il a vraiment une volonté et c'est quelqu'un d'important. Et c'est ça qui est vraiment beau. C'est-à-dire que Eiichiro Oda est en train de nous créer un personnage qui va se détacher du fantôme de Ace. Et ça, c'est beau. Oui, ça c'est beau. Enfin, ça c'est beau, ça c'est Sabot. Cette blague est nulle, qu'est-ce que c'est que donc voilà, c'est là-dessus que s'arrêtent les commentaires de la critique analyse du chapitre 904. Encore une fois, je suis content que vous laissiez autant de commentaires. Alors là, j'ai pas choisi un gros pavé final. Pourquoi? Parce que j'ai pas de temps, j'ai encore une convention à préparer, j'ai encore des vidéos à tourner et j'ai beaucoup de travail après en annexe. Encore une fois, même si ils ont pas été sélectionnés, je lis tous les commentaires, même si j'oublie de mettre des cœurs, parce que là en ce moment, c'est vraiment la très grosse course. Merci de tout ce que vous apportez à la chaîne et on va terminer là-dessus. On a hâte de regarder dans 2 jours le nouveau chapitre et surtout on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.